Aujourd'hui, je réalise non pas un rêve, parce que je n'ai pas de rêve, moi je n'ai que des projets. Donc je réalise un grand projet, on va dire, voilà, en rééditant donc ces deux ouvrages d'Arsène Lupin. Enfin, l'auteur est Maurice Leblanc, mais ce sont deux aventures d'Arsène Lupin. L'Aiguille creuse, que vous voyez ici, et 813, que vous voyez ici. Alors, je précise d'ores déjà que cette couverture est une couverture qui date de près d'un siècle, et que nous avons repris, on lui a redonné un peu de peps, un peu comme on a fait pour les couvertures des Dreyfus, vous voyez. Et j'aime beaucoup cette couverture, elle est très française, elle sent la bonne France. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez, vous, Pierre Tirmont, mais moi, j'ai eu un coup de foudre pour cette couverture, je la trouve géniale. Voilà. On la voit bien là en vidéo ? Voilà. Et alors, pour cette couverture-ci de 813, parce que les couvertures que j'ai trouvées, les vieilles couvertures de 813 étaient pas mal, mais on pouvait mieux faire. Voilà. Donc là, en revanche, c'est un auteur que dis-je, c'est un dessinateur original, hein, qui a fait un dessin, enfin, c'est un dessinateur professionnel, voulais-je dire, excusez-moi, qui nous a fait donc un dessin de Lupin en prison face à des personnages. Mais qui sont ces personnages ? Ah bah ça, il faut l'histoire pour le savoir. Mais ce sont deux couvertures qui sont, je dirais, différentes dans leur style, mais pas dans leur essence. Je crois que ce sont deux couvertures qui sentent la bonne France. Voilà. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ces rééditions, c'est de vous communiquer un peu de cette bonne France. Alors, j'espère arriver par cette émission à vous convaincre, chers amis, que Arsène Lupin, Rouletabille, l'inspecteur Juve, Jérôme Fandor, l'inspecteur Lecoq, tous ces personnages sont utiles à la francisation, sont utiles à la cause. Lorsque j'étais moi-même jeune enfant ou jeune adolescent, la nouvelle opinion publique n'existait pas et Internet était extrêmement peu développé. Et j'évoluais en tant que Parisien dans un environnement extrêmement républicanisé, extrêmement conformiste, si je puis dire. Les années 80-90 sont le sommet du totalitarisme en France, je crois, puisque c'était avant qu'Internet n'arrive et nous donne quelques perspectives nouvelles. Je n'avais pas alors conscience de l'attaque que le Gaulois de souche que j'étais subissait. Attaque, je dirais, déracinante. Et je n'avais pas conscience de la nécessité de me refranciser. En m'injectant des doses, non pas de bip-bip messager, mais de France, quoi. Alors comment mon cerveau a-t-il survécu ? Et je dirais, comment a-t-il survécu à la télévision ? Grâce à deux choses que le bon Dieu m'a fait la grâce d'aimer. La première, c'est l'histoire, et la deuxième, c'est la littérature populaire française. La littérature populaire, que dis-je ? La littérature policière populaire française. L'histoire, j'en ai beaucoup parlé ici et ailleurs. Ce soir, nous allons nous concentrer particulièrement sur les polars français, parce que je leur dois beaucoup. Et je dois beaucoup à M. Lupin. Mon premier coup de foudre pour un roman policier, dans ma jeunesse, enfin dans mon enfance même quasiment, a été Le Mystère de la Chambre jaune. J'en parle dans ma préface aux aventures non pas de Lupin, mais de Dupin, d'Edgar Poe, que nous avons réédité aux éditions Altitude. Actuellement, ces aventures sont en rupture de stock, mais dans quelques semaines, quelques mois, nous les réimprimerons. Et donc, dans cette préface que je fais, j'évoque comment je suis arrivé à la littérature policière française. Le Mystère de la Chambre jaune a été cette porte d'entrée vers la Belle Époque. Et je précise, je dirais plutôt, vers ce que la Belle Époque avait gardé de français. Parce que la Belle Époque est aussi une époque extrêmement difficile pour l'Église, puisqu'elle a été énormément attaquée par les francs-maçons, par le camp révolutionnaire, par tous les anticléricaux. Et la Belle Époque était sans doute plus belle pour les petits bourgeois parisiens que pour le mineur du Nord-Pas-de-Calais. Hein. Bon. Mais il y avait encore des belles choses bien françaises. Et ce sont ces choses-là qui m'ont servi de référence pour me franciser dans ma jeunesse. Je pense au panache des personnages, que ce soit des personnages de romans ou certains personnages historiques. Je pense donc à leur valeur, à leur courtoisie, à l'élégance, leur intelligence, à leur humour, à leur ironie,
spécifiquement française, extrêmement fine, extrêmement intelligente. Cet humour qu'on retrouve certes chez Lupin, mais qu'on retrouve aussi chez Gaston Leroux, et dans d'autres genres, chez Alphonse Allais, chez Jules Renard, etc. Bref, tout ce que j'aimais, c'était la vie française. Voilà, c'est la vie française qui avait un charme fou, tout simplement. Illustré, donc, vous disais-je, par ces personnages, pleins de bonhomie et de subtilité et de finesse. Mon goût pour les romans policiers m'a d'ailleurs amené à découvrir des pièces radiophoniques qui s'appellent les Maîtres du Mystère. C'était des pièces radiophoniques policières qui ont été diffusées donc, sur les ondes françaises entre les années 50 et 70. Et ces pièces policières ont été extrêmement importantes dans ma construction, dans mon façonnement, si je puis dire. Ne serait-ce que par l'importance du langage employé par les acteurs, qui étaient des acteurs de génie. Concernant les Maîtres du Mystère, j'ai fait une émission à ce sujet il y a 2 ans, donc je vous y renvoie pour que vous découvriez des pièces policières qui vous feront passer des bons moments et à écouter de préférence dans l'obscurité, histoire d'être un peu plus dans l'ambiance. Donc c'est dans le cadre de cette longue initiation que j'ai découvert Arsène Lupin, et plus précisément, je me suis intéressé, il m'a marqué encore plus, je dirais, en 2001. Pourquoi ? C'est très simple, c'est qu'à l'été 2001, avec d'autres camarades du lycée, nous avons été invités dans la maison de campagne d'une personne de notre lycée. Bon. Mes petits camarades m'ennuyaient un peu, donc je lisais les ouvrages qu'il y avait dans la bibliothèque. Alors qu'à l'époque, je lisais très peu. Bon. Et je tombe sur l'Aiguille creuse dont j'avais entendu parler. Je l'ouvre et je l'ai lu extrêmement rapidement. J'ai dû le lire en un après-midi, je pense. Alors l'Aiguille creuse n'est pas le meilleur Arsène Lupin. C'est le Lupin le plus connu. Et il a cet avantage de permettre au lecteur de rentrer facilement, je dirais, dans l'univers de Lupin. C'est l'un des grands intérêts de cette aventure. Donc l'Aiguille creuse, vous voyez, hein. Voilà. Alors, quelle est l'histoire de l'Aiguille creuse ? C'est très très dur de parler d'un Lupin parce qu'il ne faut pas divulgacher, comme on dit au Québec. Et Lupin, c'est plein de surprises, c'est plein de rebondissements, donc il ne faut pas gâcher ça à ceux qui n'auraient pas encore lu ce livre. Alors, je vous dis un petit mot de l'intrigue, mais je ne peux pas aller trop loin. Voilà. Je dirais pour les besoins de la cause, comme on dit dans mon métier. Bon. Alors, une nuit, à 4h du matin, Raymonde de Saint-Véran et sa cousine Suzanne de Gesvres sont réveillés par des bruits dans le salon du vieux château qu'elles habitent, le château d'Ambrumézy, qui est la propriété du comte de Gesvres. Bon. Alors, les deux cousines progressent dans l'obscurité des couloirs et elles tombent sur le comte de Gesvres qui est blessé et qui leur demande des nouvelles de son secrétaire, M. Jean Daval. Les 3 personnages continuent d'avancer dans l'obscurité et ils arrivent dans le salon dans lequel on trouve sur le sol, poignardé, le fameux Jean Daval. En regardant vers le parc du château, qui est éclairé par la lune, Raymonde de Saint-Véran et les domestiques aperçoivent une ombre qui court donc dans le parc du château et qui court avec un objet de grande dimension sous le bras. Raymonde s'empare alors d'une carabine, d'un fusil. Elle tire sur cette ombre. L'ombre s'effondre et elle se relève péniblement et elle va échoir près des ruines d'une ancienne abbaye qui est donc dans le parc du château d'Ambrumézy. Donc l'assassin, que dis-je, cette ombre ne peut pas s'échapper et une battue est organisée pour la retrouver, pour retrouver le corps donc de cette ombre. Or, on ne trouve rien. Comment l'individu a-t-il fait pour s'échapper ? Que s'est-il passé ? Le lendemain, arrive le juge d'instruction pour mener l'enquête. Mais, chers amis, un jeune homme apparaît qui s'appelle Isidore Beautrelet. Et par la force de ses raisonnements et de ses déductions, il va prendre la tête de la direction de l'enquête. Et le récit de l'Aiguille creuse s'articule, je dirais,
autour du duel entre Isidore Beautrelet et Arsène Lupin. Le lendemain de ces événements, Raymonde de Saint-Véran disparaît. Et elle ne laisse derrière elle que 2 choses. Une écharpe maculée de sang et un papier. Quel papier laisse-t-elle ? Elle laisse ce papier-là. Est-ce qu'on le voit bien, monsieur Pierre-Tirmont, en caméra ? Voilà. Et ce papier, ce papier recouvre un mystère, comme vous l'avez compris. Et il s'agira, pour nos héros, de décoder en quelque sorte ce papier. Donc, L'Aiguille creuse, c'est un roman très complet, c'est une aventure, c'est à la fois une intrigue, une quête, et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que c'est imprégné profondément d'histoire de France. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, mais c'est un ouvrage qui se lit et qui se relit avec plaisir. Alors, peut-être vais-je vous faire un petit extrait, si vous le voulez bien. C'est une scène où Arsène Lupin et Isidore Beautrelet sont face à face. Et à ce moment-là, Lupin demande à Isidore Beautrelet de ne pas publier un article qui résume les événements du château d'Ambrumésy. Alors, citation. Lupin lui dit à Isidore « Vous êtes actuellement possesseur d'un secret auquel j'attache la plus haute importance. Ce secret, vous étiez en droit de le deviner, mais vous n'avez aucun titre à le rendre public. Êtes-vous sûr que je le connaisse ? Vous le connaissez, j'en suis sûr. Jour par jour, heure par heure, j'ai suivi la marche de votre pensée et les progrès de votre enquête. À l'instant même où Bredouille vous a frappé, vous alliez tout dire. Par sollicitude pour votre père, vous avez ensuite retardé vos révélations. Mais aujourd'hui, elles sont promises au journal que voici. L'article est prêt, dans 1 heure il sera composé, demain il paraît. C'est juste. Lupin se leva et coupant l'air d'un geste de sa main, « Il ne paraîtra pas » s'écria-t-il. « Il paraîtra » fit Beautrelet, qui se leva d'un coup. Enfin, les 2 hommes étaient dressés l'un contre l'autre. J'eus l'impression d'un choc, comme s'ils s'étaient empoignés, à bras-le-corps. Une énergie subite enflammait Beautrelet. On eût dit qu'une étincelle avait allumé en lui des sentiments nouveaux, l'audace, l'amour-propre, la volupté de la lutte, l'ivresse du péril. Quant à Lupin, je sentais au rayonnement de son regard sa joie de duelliste, qui rencontre enfin l'épée du rival détesté. L'article est donné ? Pas encore. Vous l'avez là sur vous ? Pas si bête, je ne l'aurais déjà plus. Alors, c'est un des rédacteurs qui l'a, ce double enveloppe. Si à minuit je ne suis pas au journal, il le fait composer. Ah, gredin, murmura Lupin, il a tout prévu. Sa colère fermentait, visible, terrifiante. Beautrelet ricana, moqueur à son tour, et grisé par son triomphe. Tais-toi donc, moutard, hurla Lupin. Tu ne sais donc pas qui je suis, et que si je voulais... Ma parole, il ose rire. Un grand silence tomba entre eux. Puis Lupin s'avança, et d'une voix sourde, ses yeux dans les yeux de Beautrelet. Tu vas courir au grand journal. Non. Tu vas déchirer ton article. Non. Tu verras le rédacteur en chef. Non. Tu lui diras que tu t'es trompé. Non. Et tu écriras un autre article où tu donneras de l'affaire d'Ambrumésy la version officielle, celle que tout le monde a acceptée. Non. Lupin saisit une règle en fer qui se trouvait sur mon bureau et sans effort la brisa net. Sa pâleur était effrayante. Il essuya des gouttes de sueur qui parlaient à son front. Lui qui jamais n'avait connu de résistance à ses volontés, l'entêtement de cet enfant le rendait fou. Voilà. Voilà pour l'Aiguille creuse. Alors ensuite, j'en arrive à mon Lupin préféré. Voilà. Qui, selon moi, est un missile atomique. Vous le voyez. Le célèbre 813. Là, c'est encore plus dur de ne pas divulgacher, parce que là, c'est vraiment une aventure folle, qui est faite de rebondissements, de surprises. L'Aiguille creuse nous plonge dans l'histoire de France. 813 nous plonge davantage, je dirais, dans la géopolitique européenne. Bon. C'est une histoire... comment vous dire les choses qui a une cadence extraordinaire, et dans lequel Lupin traverse des situations extrêmement complexes. On voit même qu'il se retrouve en prison, à un moment donné. Bon. Alors, je ne peux pas trop vous en dire. Je vais juste vous parler un tout petit peu
des 2 premiers chapitres qui sont des chapitres d'anthologie. Et dans ces chapitres, en fait, que se passe-t-il? Il y a un triple meurtre dans un grand palace parisien, et la police et son directeur, M. Lenormand, quadrillent l'hôtel pour ne pas laisser sortir les clients chez qui on pense se trouve l'assassin. Alors, que se passe-t-il au début de cette aventure? Eh bien, un milliardaire, enfin l'équivalent de l'époque, M. Rudolf Kesselbach, qui a fait fortune dans le diamant et qui est d'origine d'Afrique du Sud, se trouve à Paris avec ses 2 domestiques, Chapman et l'autre, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Edmond, mais je ne suis pas sûr. Et alors je précise que dans sa chambre, dans sa suite, il y a une chambre, une antichambre et un couloir qui mène, je dirais, au couloir de l'hôtel, en fait. Voilà. Donc, Rudolf Kesselbach rentre dans sa chambre d'hôtel. Et il dit à ses 2 domestiques que il est certain que quelqu'un est entré dans sa chambre. Pourquoi? Simplement parce que un de ses sacs qu'il avait laissé fermé est retrouvé ouvert. Rudolf Kesselbach a rendez-vous avec un homme qu'il surnomme le colonel. Quelqu'un frappe à la porte de sa suite. Kesselbach demande à ses 2 domestiques d'aller ouvrir. Donc ils traversent la chambre, ils traversent l'antichambre, ils vont ouvrir. Et que se passe-t-il ensuite? Rudolf Kesselbach est dans sa chambre, lui, et il attend, et personne ne revient. Il se pose des questions, alors il ouvre la porte, et en face de lui, il tombe sur un homme qu'il ne connaît pas, et qui est là, d'ailleurs, avec un de ses hommes de main. Cet homme va très vite le ligoter, va très vite le menacer, pour obtenir de lui toute une série de secrets, notamment autour d'un jeune homme qui s'appelle Pierre Leduc. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais Rudolf Kesselbach, très vite, va... alors je précise que l'un des hommes inconnus qui se présente prétend être Arsène Lupin. Et j'ai oublié de préciser, bien entendu, que les 2 domestiques ont été bâillonnés, qui ont été ligotés, et on leur a... Oui, on les a... Oui, ça bâillonné, oui, autant pour moi. Que vous disais-je? Oui, voilà, donc Rudolf Kesselbach subit un interrogatoire très serré par l'un des 2 personnages, et il est retrouvé mort le lendemain matin, dans sa chambre d'hôtel, avec seulement, pour blessure, je dirais, une espèce de petit point sur la poitrine. On lui a en fait transpercé avec une sorte d'aiguille. Voyez. Et il y aura 2 autres meurtres de la sorte dans ce grand palace parisien. Et M. Lenormand, donc, le directeur de la sûreté, va prendre en main l'enquête et il va, comme je vous l'ai dit, faire quadriller l'hôtel. C'est un roman qui nous emmène extrêmement loin, qui est vraiment plein d'aventures, plein de rebondissements, absolument passionnant, je dirais inlâchable une fois qu'on l'a commencé.